Bienvenue à PSF 201, méthode de recherche en psychologie, avec mon merveilleux papa, Mathieu Gagnon. Alors, dans le cadre de cette vidéo, je veux parler du concept de modération, qui est un concept que vous devez comprendre, qui est relié au concept de corrélation. Et l'idée, je pense que je vais vous montrer un exemple, vous allez voir, c'est relativement simple à comprendre. Okay? L'idée, c'est que jusqu'à maintenant, quand on parlait de corrélation, on parlait d'une corrélation entre deux choses, okay? Deux variables qui pouvaient être soit positives ou négatives et de différentes forces, si on veut. Okay? Mais il peut arriver que la relation entre deux variables dépend d'une troisième variable. Et quand c'est le cas, on va dire que cette troisième variable-là est un modérateur ou une variable modératrice. Okay? On va l'appeler modératrice. On va dire qu'il y a modération. Prenons un exemple. Imaginons une étude en psychologie du sport, okay? Du sport ou qui analyse l'effet au niveau des spectateurs plutôt qu'au niveau de la performance des athlètes eux-mêmes. Là. Et une étude donc qui porte sur le lien entre le succès d'une équipe sportive professionnelle et le nombre de spectateurs au match. Donc, ce qu'on s'attendrait dans ce genre d'étude-là, si il y aurait une corrélation, on pourrait s'attendre à une corrélation positive. Plus une équipe a tendance à gagner, plus il y aura de spectateurs au match. Okay? Donc ça sera un exemple simplement d'une corrélation positive entre deux variables. Et là, jusqu'à maintenant, je n'ai pas parlé de modération. Mais c'est maintenant où je vais faire entrer la modération là-dedans. C'est que dans le fond, on a des données qui suggèrent que cette relation-là entre la tendance d'une équipe à gagner des matchs et le nombre de spectateurs, elle n'est pas... en fait, c'est une relation qui est modérée par une troisième variable. Et les travaux de Oishi et ses collaborateurs en 2007 suggèrent que une variable modératrice dans ce cas-ci, c'est la mobilité résidentielle de la ville de l'équipe. Mobilité résidentielle, ça veut dire, en gros, prenez-le comme ça. Il y a certaines villes où les gens qui sont dans cette ville-là n'ont pas tendance à déménager dans d'autres villes. Puis les gens ont peu tendance à venir de l'extérieur et emménager dans cette ville-là. Bref, des villes comme ça sont des villes à faible mobilité résidentielle. Si tu es né là, ou tu es là depuis longtemps, tu ne vas pas avoir tendance à déménager. Puis il y a peu de nouvelles personnes qui arrivent en ville. Okay? Possiblement parce qu'il y a tout ce dont tu as besoin là, tu n'as pas besoin de déménager au niveau du travail, et ainsi de suite. À l'inverse de ça, il y a des villes qui ont une très forte mobilité résidentielle. Donc, ça, c'est des villes dans lesquelles les gens arrivent de ces villes-là, arrivent de l'extérieur et emménagent dans ces villes-là, mais ont aussi tendance à partir très souvent pour d'autres opportunités. Okay? Donc, des villes comme ça seraient des villes à forte ou haute mobilité résidentielle. Et ce que Oishi et ses collaborateurs ont trouvé, c'est que dans les villes où la mobilité résidentielle est forte, c'est-à-dire que les gens ont beaucoup tendance à se partir de la ville, puis à emménager en ville, des villes comme Phoenix en Arizona, les gens déménagent fréquemment en ville et hors de la ville. Bon, et comme ils ne développent pas de lien avec leur communauté à cause justement qu'ils sont constamment en mouvement, ils seraient plutôt des fans de beau temps. Ça veut dire qu'ils s'intéressent à l'équipe locale que si elle a du succès. Contrairement à des villes comme Pittsburgh en Pennsylvanie, où la mobilité résidentielle est faible, les gens vivent dans la ville depuis longtemps, ils développent des liens communautaires forts, et dans ce cas-là, ils ont tendance à être loyaux envers l'équipe locale, peu importe son niveau de succès. Et donc, ici, on le voit, que cette corrélation entre le niveau de succès d'une équipe et le nombre de spectateurs est une corrélation qui est modérée par une troisième variable, qui est la mobilité résidentielle. Ça dépend dans quelle ville. Dans certaines villes, comme Phoenix, si l'équipe va bien, oui, il va y avoir de plus en plus de spectateurs, plus l'équipe va bien. Mais dans d'autres villes,
comme Pittsburgh, peu importe comment l'équipe va, il va toujours y avoir des spectateurs. Parce qu'il y a un meilleur sens de communauté, si on veut. Okay? Et c'est ce qu'on voit ici. Okay? Ou si vous regardez, ça c'est les données de Oishi et ses collaborateurs, vous avez dans l'axe des X, sur l'axe des X, le pourcentage de victoire, le nombre de la taille du public en dizaines de milliers. Ben non, pas en dizaines de milliers, mais je veux dire en unités, là, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Vous avez les nuages de points avec les corrélations. Okay? Et ce que vous voyez, c'est que pour Phoenix, une ville à haute mobilité résidentielle, il y a une corrélation positive. Plus l'équipe gagne, plus le public augmente. C'est pas énorme, mais elle est positive, elle est là et elle est significative. Et pour Pittsburgh, c'est pas positif, c'est même négatif. OK? Et je ne sais pas ici si c'est significatif. Là. Peut-être qu'ici, c'est pas significatif, il n'y a pas vraiment de différence. Mais donc, ces données-là de Oishi et al. ont été recueillies là, sur plusieurs saisons de Ligue nationale de baseball. C'est relativement facile à faire. La Ligue a toutes les informations sur les victoires puis les nombres de spectateurs. Donc, c'est des données vraiment faciles à obtenir. Et ils ont déterminé que les villes à haute mobilité résidentielle, comme Phoenix, démontraient une corrélation positive entre le succès de l'équipe et le nombre de spectateurs. Ce qui est le phénomène du fan de beau temps. Il sort quand ça va bien. Il vient de voir quand ça va bien. Dans les villes à faible mobilité résidentielle, cette corrélation n'était pas significative. Donc, ici, ce qu'on voit à Pittsburgh, même si ça donne l'impression de descendre, peut-être que ça, si on continuait, ça reviendrait un peu en haut. C'est pas significatif. Donc, il n'y a pas de différence, peu importe le nombre de pourcentage de victoire. Mais ici, il y a vraiment une différence dans le sens où plus on a de victoires, plus les gens sortent. Okay? Par conséquent, on dit que le degré de mobilité résidentielle modère la relation entre le succès d'une équipe et le nombre de spectateurs. C'est le langage qu'on va utiliser, que ça modère la relation entre les deux variables de départ. Et ça, on voit ça dans d'autres études. Par exemple, Bianchi et Vos, en 2016, avaient fait une étude qui montrait que les gens, ils avaient mesuré le revenu annuel des gens, puis ils avaient mesuré aussi leur tendance à socialiser. Et ce qu'ils avaient remarqué, c'est que les gens avec un revenu annuel plus élevé passaient moins de temps à socialiser que ceux avec un revenu plus bas. Et peut-être l'explication, c'est parce qu'ils étaient trop occupés à travailler et ainsi de suite. Mais encore là, c'est une étude corrélationnelle ici, là. Donc, on ne faisait pas d'explication causale, mais on avait remarqué que, puis par on, je veux dire Bianchi et Vos, là, avaient remarqué que plus tu fais de l'argent annuellement, moins tu as tendance à socialiser. OK? Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont revenus plus tard, puis ils ont fait une autre étude, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé, lors de la première étude, ils avaient mesuré la tendance à socialiser de manière très large. Et là, dans l'étude suivante, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont séparé le concept de socialisation en différentes catégories. Socialiser avec les amis, socialiser avec la famille, socialiser avec les voisins, par exemple. Okay? Et quand ils ont fait ça, ils ont trouvé que le revenu annuel était négativement corrélé avec le temps de socialisation avec la famille et avec les voisins, mais il était positivement corrélé avec le temps à socialiser avec les amis. Okay? Donc, ce n'était pas vrai, techniquement, cette idée que plus tu fais de l'argent, moins tu socialises. Ce qui est vrai, c'est ça dépend avec qui. Okay? Et donc, dans ce cas-ci, ce qu'ils ont trouvé, c'est que la variable type de relation, dont il y avait 3 niveaux, amis, famille, voisins, modérait la relation entre le nombre d'heures dévouées à la socialisation et le revenu annuel. De telle sorte que il y a certains types de relations, amis, avec lesquels plus tu faisais de l'argent, plus tu socialisais avec eux. Mais d'autres relations, famille, voisins, avec lesquels plus tu faisais d'argent, moins tu socialisais avec eux. Hein? Un exemple qu'on avait vu dans le passé, Mel et ses collaborateurs en 2010. Wow, il y a un E accent aigu majuscule ici que je vais laisser là. Il a un certain charme, je ne vais pas l'enlever. Vous vous souvenez de cette étude-là qui avait trouvé une corrélation plutôt, une corrélation entre la profondeur de conversation et le bien-être
Cette idée que plus on avait des conversations profondes, mieux on se sentait en général dans la vie. Okay? Et Mel et ses collaborateurs se sont demandé si cette relation-là, si elle dépendait du moment des conversations profondes, en fait. Là, parce qu'on peut avoir des conversations profondes en fin de semaine, on peut en avoir pendant la semaine, ok? Et ils se sont demandé si le moment des conversations profondes pouvait modérer cette relation entre la profondeur de conversation et le bien-être. Okay? Et leurs résultats, dans leur cas à eux, ont montré qu'elle ne modérait pas. Okay? Donc, la variable moment des conversations, qui pour eux avait deux niveaux, semaine ou week-end, ne modérait pas la corrélation entre la profondeur de conversation et le bien-être. Cette corrélation-là était positive et de force égale, peu importe que c'était mesuré la fin de semaine ou le week-end. Ça veut dire la même chose, ça. La semaine ou la fin de semaine. Okay? Vous pourriez penser à d'autres types de modérateurs. Et d'ailleurs, dans certains travaux, je pense que je vais vous demander de faire ça, de réfléchir à certains modérateurs. Dans ce cas-ci, pour Mel et ses collaborateurs, on pourrait penser, je ne sais pas moi, au moment de l'année, par exemple. Peut-être que la corrélation entre la profondeur de conversation et le bien-être est particulièrement plus forte pendant les mois chauds, où est-ce que ces conversations-là profondes peuvent avoir lieu dehors avec des amis et la famille, où est-ce qu'il fait beau soleil, alors qu'en hiver, cette corrélation-là n'existerait plus, parce que ces conversations-là ont plus souvent lieu, je sais pas moi, au téléphone, ou à l'intérieur, puis il fait pas beau dehors, par exemple. Tu sais? Mais cette variable spécifique-là, moment des conversations, Mel et ses collaborateurs avaient trouvé qu'elle ne modérait pas la corrélation entre la profondeur de conversation et le bien-être. Donc, le concept de modération est très important. Et pour être bien honnête, ça devrait être la première chose à quoi vous pensez. Ben, je pourrais dire ça de plusieurs trucs à propos de ce cours-ci, mais ça devrait être quelque chose à quoi vous pensez lorsque je vous parle ou lorsque vous lisez à propos d'une corrélation qui a été trouvée en deux choses. Okay? La minute où vous lisez à propos d'une étude corrélationnelle, une des premières choses que vous devriez vous demander, c'est « est-ce que cette corrélation-là serait modérée par quelque chose? » Parce que les modérateurs nous informent, dans le fond, en ce qui a trait à la validité externe de l'étude. Vous vous souvenez, la validité externe de l'étude, ça veut dire, est-ce que ce qu'on a trouvé dans l'étude, elle se généraliserait à d'autres populations, d'autres situations, etc., etc. Et par définition, s'il y a modération, ça veut dire que la validité externe de l'étude, elle n'est pas au maximum. Parce que, par exemple, okay, si une association est modérée par la mobilité résidentielle ou par le type de relation. Okay? Je ne vais pas mentionner le moment de la semaine parce qu'elle n'était pas dans ce cas-ci. On sait qu'elle ne se généralise pas automatiquement d'une situation à une autre. C'est ça que c'est de la modération. Comme par exemple, si certaines études trouvent que plus une équipe sportive gagne, plus il y a de spectateurs qui viennent, okay? Ben, on sait que cette relation-là, elle ne s'applique pas à toutes les situations à cause que ça a été démontré qu'il y a une modération avec la mobilité résidentielle. On sait que dans certaines villes, elle ne va pas s'appliquer. Okay? Donc, de savoir qu'il y a une modération, de savoir qu'une certaine relation entre deux variables est modérée par quelque chose, c'est savoir qu'une étude en particulier qui a montré un certain cas d'une association entre ces deux variables-là devrait pas nécessairement se généraliser à tous les contextes. Parce qu'il y a certains contextes où ces variables modératrices-là vont rentrer en compte. Et dans le fond, poser des questions, vous avez déjà parlé du concept, au début du cours, du concept des conditions limites. Conditions limites, c'est si tu lis une recherche qui te dit quelque chose, un phénomène quelconque qu'elle a trouvé, c'est poser des questions sur les conditions limites, c'est se demander, oui, mais y aurait-il des conditions dans lesquelles
on n'observerait pas ça? Ou qu'est-ce qu'il faudrait arriver pour que tel phénomène ne fonctionne plus ou ne soit plus observable? Tout ça. Mais ça, c'est poser des questions, dans le fond, très souvent, par rapport à de la modération. Okay? Ah, OK, tu as trouvé que telle affaire est corrélée avec telle autre affaire? OK, je me demande dans quel contexte ça serait pas vrai, ça. Ou je me demande même dans quel contexte ça serait inversé, la corrélation serait inversée. Tout ça, c'est poser des questions par rapport à des potentielles variables modératrices. Donc, d'une certaine manière, poser des questions sur les conditions limites d'un phénomène, ça revient à poser des questions sur certaines variables modératrices potentielles. Donc, si vous lisez un article qui vous dit « On a trouvé que A est corrélé avec B », une des premières choses que vous devriez vous demander, c'est « Je me demande quelles seraient certaines variables modératrices. Dans quel contexte je m'attendrais à ce que cette corrélation-là ne tienne plus? Okay? » Et ben, c'est une question philosophique, donc je sais pas, on ne peut pas avoir la réponse parce qu'il faudrait avoir accès à toutes les données de partout dans le temps. Là. Mais personnellement, en tant que chercheur, je m'attendrais à ce que il y ait très très peu de choses en psychologie. Il y a très très peu de cas en psychologie où vous allez avoir un effet ou une corrélation entre deux variables et qui va tenir à tout moment, partout, et dans toutes les situations. Dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est que je pense que toute relation que vous pouvez trouver partout là, dans le monde de la psychologie a toujours des modérateurs possibles. A tout le temps des modérateurs possibles. Dans certains cas, ils peuvent être plus difficiles à trouver. Dans d'autres cas, ils peuvent être plus faciles à trouver. Mais donc, je veux que vous compreniez cet exemple de modération. OK? On se laisse là-dessus. Salut!